Contribuer au développement économique du continent, fédérant les femmes, actrices majeures du changement. C'est l'objectif que s'est fixé Women in Africa, plateforme créée il y a 3 ans. Mais sans une réelle volonté politique, les femmes peuvent-elles occuper la place qui leur revient? Aude de Thoin, bonjour. Bonjour. Il y a 14 ans, vous avez lancé le Women's Forum à Deauville. Depuis 3 ans, c'est pour et avec les femmes africaines que vous vous êtes lancé un nouveau défi, parvenir à une meilleure représentativité des femmes. Quelles sont les actions prioritaires pour y parvenir? La première chose, c'est de connecter ces femmes au monde entier pour montrer au monde le rôle qu'elles ont dans les économies du continent. C'est d'ailleurs pour ça qu'elles sont venues me chercher, parce que ça, je savais faire. Et ces femmes, qui sont formidables, ont besoin d'être plus connues. Et comme souvent dans le monde des affaires, dans le monde économique, la priorité est donnée aux hommes. Et c'est eux qu'on voit sur les plateaux, c'est eux qu'on voit dans les médias, mais aussi dans les sommets économiques. Ils ont beaucoup plus de visibilité, au même titre qu'ils ont le pouvoir, puisque techniquement, les hommes ont 95% du pouvoir. Et donc, elles sont venues me chercher, parce que j'avais créé le Women's Forum, en disant, est-ce que tu pourrais mettre ton métier au service de nous, femmes africaines. C'est comme ça que l'aventure a démarré. Et donc, le premier objectif, c'est de les connecter. Mais comme je trouvais que ce n'était pas suffisant et que je connaissais un peu l'Afrique, je voulais avoir un impact réel sur le continent. Et immédiatement, dès la première année, j'ai créé une fondation qui a pour objectif d'identifier les meilleurs business models, les meilleures entrepreneuses africaines dans des secteurs très marquants et très structurants pour le continent. Alors, 3 ans après la création de Women in Africa, quelles leçons vous tirez? Plusieurs. Les différences entre les pays. Et je savais évidemment, il y a 54 pays, et à force d'appeler ça l'Afrique, on a une tendance... On oublie qu'il y a une diversité. Absolument. Or, c'est 54 pays, donc 54 histoires, 54 rapports aux autres différents. C'est aussi 54 économies différentes, des cultures aussi différentes. Il y a des points communs, mais pas tant que ça. Et je me suis rendu compte qu'il y avait évidemment... Je savais les pays qui fonctionnaient, mais... Le seul point commun, c'est la volonté des femmes. Oui, ça c'est un point transverse. Ça c'est du nord au sud, d'est à l'ouest. Bon. Mais il y a aussi les femmes dans les gouvernements et l'impact. Et on voit la corrélation immédiate entre les pays qui vont mieux, qui vont bien, et le nombre de femmes dans les gouvernements ou au Parlement. Et ça, c'est intéressant. Et c'est aussi pour ça qu'on voit bien comment on peut agir et où il faut frapper aujourd'hui, où il faut aller pour montrer ça. Parce que ça ne suffit pas de dire que les femmes sont bien. La plupart du temps, face aux hommes, il faut en faire la preuve. Parce qu'ils ne se contentent pas de juste comme ça, alors qu'ils en profitent. Parce qu'un homme politique aujourd'hui a compris que s'adresser aux femmes, c'était très bien, mais il le fait juste avant les élections. Ce n'est pas suffisant. Parce que ça, c'est un effet d'image. Et les femmes en ont marre de ça. Et ce n'est pas seulement en Afrique. Elles veulent être des actrices. Oui, elles sont, parce qu'elles savent le rôle qu'elles ont. Et puis les faire valoir. Oui, elles savent le rôle qu'elles ont. Une femme africaine, et comme une femme d'ailleurs souvent dans le monde, ce sont des mini-entrepreneuses. Elles ont tout à gérer en même temps. Et ça les amène à une agilité qui est très, très intéressante pour l'entreprise et pour les politiques aussi. Alors, le thème de ce 3e sommet de Marrakech, c'est comment les femmes africaines s'engagent dans le monde et créent un nouveau paradigme. Pensez-vous que les femmes africaines peuvent amener à faire changer le regard qu'on porte sur ce continent? Ah, moi, je crois. Je crois que si le monde entier prend conscience du rôle des femmes dans les économies du continent et porte un nouveau narratif qui est aujourd'hui, on dit toujours Chine-Afrique, Europe-Afrique, Amérique-Afrique. Nous, on part du postulat que si ce sont les femmes africaines qui disent comment elles veulent travailler avec les autres continents, ça peut changer les choses. Parce que s'il y a une communauté de femmes qui tout d'un coup s'entraident, or les femmes y vont, elles y vont, ne se posent pas de questions. C'est un peu naturel. Oui, alors il y a aussi, moi je ne pars pas du postulat que toutes les femmes sont bien et tout ça. Non, non, il y a des vrais... Il y a des rivalités aussi. Il y a des rivalités, puis il y a des femmes qui ne sont pas sympas, il y a des jalousies, il y a plein de choses aussi comme ça. Mais pour autant, la majorité des femmes s'entraident dans le monde entier. Moi je le vois avec Women in Africa, on attend 80 pays cette année. Donc on a les 54 pays d'Afrique, bien sûr, mais vous vous rendez compte le nombre de pays... Celles qui viennent d'ailleurs, oui, d'Asie, des États-Unis. Oui, on a une très grosse communauté qui vient des États-Unis, on a une très grosse communauté qui vient du Moyen-Orient, de Chine aussi.
Et pourquoi? Parce que tous ces pays travaillent ensemble. Et aujourd'hui, et c'est ce qui est intéressant, c'est de voir comment les femmes vont booster les choses et ne pas rester sur c'était fait comme ça et donc on va rester sur ce fait comme ça. Non, aujourd'hui les mutations que le monde connaît, et en particulier les mutations liées au numérique, or le continent est numérique, ça va être probablement un des premiers continents numérisés aujourd'hui. Parce qu'il faut trouver des solutions. Bien sûr, et donc il y a des inventions, c'est le pays, le continent au monde où il y a le plus de femmes chefs d'entreprise. Il y a des chiffres sont là d'ailleurs, Oui, hein. oui. 62% d'entre elles produisent, sont à l'origine des résultats économiques, Oui. et puis 27% d'entre elles sont chefs d'entreprise. C'est le plus fort taux à l'échelle mondiale. Absolument. Alors quand on voit tout cela, on se dit, c'est grâce à la détermination des femmes, mais il n'y a pas de volonté politique derrière pour porter plus loin cette dynamique. Oui et non. Moi, en 3 ans, j'ai déjà vu une différence. Parce que, comme je le disais, les hommes politiques ne peuvent pas être indifférents. C'est quand même 50% de la population. Et donc, ils ont besoin des voix des femmes au moment des élections. Or, il y a beaucoup d'élections en ce moment dans différents pays du continent. Et donc, non seulement ils s'adressent aux femmes pour qu'elles votent, mais tout d'un coup, ces femmes entrepreneurs représentent une force positive pour le pays. Et on voit à quel point ils les mettent en avant aujourd'hui. Parce que les investisseurs, aujourd'hui, ont presque plus confiance dans les femmes que dans les hommes. Parce qu'une femme rembourse une femme quand elle signe un document, elle honore sa signature. Et donc, ce qui est beaucoup plus rare chez les hommes. Hein. Oui. Oui, et donc... Malgré tout, les banquiers ne les suivent pas. On voit assez, bien. Pas assez. Ils restent frileux. Les fonds d'investissement aussi restent encore frileux. Mais vous savez pourquoi? Parce que jusqu'à présent, quand il s'agissait des femmes, et en particulier en Afrique, on disait c'est de la charité. Ce sont des femmes, donc on va faire de la charité. Il faut arrêter avec ça. C'est comme le microcrédit. C'est nécessaire pour sortir de l'extrême pauvreté, mais ça n'est pas suffisant. Aujourd'hui, une femme qui emprunte, elle rembourse, on le sait, et Mohamed Younous qui a créé ça, et qui a été l'inventeur de ça, le sait. Mais la déformation de ce système, c'est que toutes les banques, pour se donner bonne conscience, il ne faut pas se leurrer, elles ne le font pas, ça ne leur apporte pas d'argent. Ça leur coûte très cher, ça ne leur apporte pas. Donc elles ont des taux d'intérêt absolument usuraires et inadmissibles. Donc quand elles ont remboursé ces taux d'intérêt, elles ne sortent pas de l'économie informelle, elles ne contribuent pas au PIB. Et donc aujourd'hui, ça entraîne une mentalité qui n'est pas bonne à l'égard des femmes. Donc les investisseurs ou les banquiers restent sur ce côté, ah ben oui, c'est les femmes, donc c'est le microcrédit ou la charité. Et c'est pour ça qu'elles sont venues me chercher aussi, parce qu'elles savent que je peux me battre dans le monde entier pour casser ces schémas et ces modes de pensée. Parce que l'Afrique concerne tout le monde. On est concerné. C'est le continent du XXIe siècle. Oui, hein. oui. Et c'est dit, mais mal dit, je trouve. Je trouve que les politiques expriment ça assez mal encore. Alors, il y a 2 pays qui sont quand même cités en modèle sur le continent. C'est le Rwanda et l'Éthiopie. Oui, 67% de femmes. Où la parité n'est plus un slogan. Non, ça y est, alors, mais comment arrive-t-on à convaincre les décideurs politiques et économiques du bien fondé de l'inclusion, de l'inclusivité des femmes? Par les chiffres. Il n'y a que les chiffres auxquels ils peuvent croire. C'est-à-dire que si on leur dit il faut faire ceci pour les femmes, il faut faire cela pour les femmes, ils vont dire oui et il n'y aura pas d'effet derrière. Mais quand on leur montre les études, moi j'avais lancé l'étude Women Matter avec McKinsey pour le Women's Forum il y a 15 ans. Eh bien aujourd'hui, Women Matter, Afrique existe et ce n'est pas la seule étude. Nous on en fait aussi avec Roland Berger et on fait la preuve que les femmes apportent énormément à l'économie. 34%. Hein. Oui, c'est énorme. Et donc, il n'y a que les chiffres qui peuvent faire changer les choses. Et puis... Mais les lignes bougent difficilement malgré tout. Oui, c'est lent. Oui, je sais. C'est très lent. Mais ici aussi, vous savez, ici, encore aujourd'hui, j'ai pris un petit déjeuner avec une femme qui a un poste, elle a fait Harvard, elle a un poste majeur dans une multinationale française, hyper connue. La souffrance de cette femme était terrible à observer. Elle me dit « Oh, je suis une femme et en plus, c'est dommage, je suis blonde ». Et donc, ils ne m'écoutent pas. Ils ne m'écoutent pas, nous sommes quantité négligeable dans ce groupe, alors que les consommateurs sont des consommatrices. Et donc, vous vous rendez compte ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et en Afrique, c'est pareil. L'autre jour, quelqu'un me disait que sur le continent, je crois que c'est la chaîne de télévision Canal+, qui me disait ça. Aujourd'hui, les décisions de s'abonner à Canal+ sont prises tout le temps par le couple.
la décision de se désabonner est prise à 80% par les femmes. Pourquoi? Parce que, enfin, pour toutes les raisons qu'on imagine, de foot, il regarde la télé, donc pendant ce temps il ne fait rien à la maison et que ça ne peut pas continuer comme ça. Les femmes saturent à un moment, ou alors enfin, elles s'énervent, elles rentrent dedans et ça explose. Et donc il faut changer de façon de voir les choses et ça c'est en parler, mettre un peu de pression, mais ne pas être agressif. L'agressivité ne marche pas. Au contraire, ça donne l'impression d'être des féministes. Vous savez, ce mot, comme si ce mot était presque une insulte. Et il y a en Afrique, et ce sont, je pense, ceux qui peuvent aider, des féministes masculins, c'est-à-dire des hommes qui n'ont pas peur de revendiquer leur féminité. Et c'est formidable. Et ces hommes-là iront... Vous pensez qu'ils sont aujourd'hui conscients que la complémentarité homme-femme est un gage de succès pour le développement économique d'une nation? Certains, et il faut que les pays qui ont fait la preuve deviennent des exemples pour les autres. Il y a, vous savez, ça marche toujours par exemple. Pourquoi est-ce que celui-là marche? Pourquoi est-ce que ce pays va mieux, plus vite que moi dans les résultats? Et quand on analyse ça, donc c'est toujours l'exemple par la preuve. Moi, je ne crois qu'à ça. Alors, il y a 7 ans, vous avez publié « Femmes, si vous osiez, le monde s'en porterait mieux ». Faudrait-il que les femmes montrent plus d'audace aujourd'hui? Ah oui. C'est le problème des femmes, c'est qu'elles n'osent pas la plupart du temps, parce qu'elles ne pensent pas qu'elles sont légitimes. Elles sont nées comme ça. C'est-à-dire qu'on leur a dit, bah, t'es une fille, donc une fille, ça reste plus dans un univers plus confiné. La preuve, c'est qu'on les habille en rose déjà. Vous voyez, ça commence mal pour elles. Et que quand un enfant naît et que c'est un homme, immédiatement, et ça c'est prouvé, on va dire, le cri, les gens vont l'entendre plus élevé parce que c'est un garçon. Ils disent « Ah ben oui, ça c'est un mec ». Oui, tout de suite, c'est ridicule. C'est ridicule. Et donc, aujourd'hui, il y a ce problème des femmes que, élevées comme ça, en disant bah, « c'est une fille », c'est pourquoi est-ce qu'il n'y a pas plus de femmes dans les sciences, par exemple? Quand une fille a 14 en maths, on lui dit ben ouais, c'est moyen, donc tu vas aller faire autre chose. Quand un garçon a 14 en maths, on lui dit mais c'est formidable, tu vas pouvoir aller en S. Tu vas continuer un peu plus. Et tu vas continuer. Et donc c'est un problème culturel qui remonte à tous les temps. Moi j'avais beaucoup travaillé avec Françoise Héritier, anthropologue, sur ces sujets-là. Pourtant, dans l'histoire postcoloniale africaine, il y a eu des femmes, des reines très connues. Magnifique. La reine Pokou en Côte d'Ivoire, la reine Zinga en Angola, elles avaient le pouvoir. Oui. Est-ce que ce ne sont pas les temps modernes aujourd'hui qui posent question? Alors, si, mais quand même, vous savez, les exemples, regardez ces films qui montrent avec complètement beaucoup de naturalité que les femmes peuvent agir comme les hommes. Ça a une influence considérable. Et je pense que cette influence peut aller dans les familles et donc dans l'éducation des enfants, parce que tout est un problème d'éducation à la base. À la base, c'est l'éducation. L'éducation par les parents, l'éducation par l'école, l'éducation, l'observation. Alors les choses peuvent changer aussi, je suis assez optimiste là-dessus, par les réseaux sociaux. Parce que les filles, les adolescentes, les jeunes femmes commencent un peu à comprendre qu'elles pourraient avoir d'autres vies que celles pour lesquelles on est en train de les éduquer. Prédestinées. Oui, oui. Aude de Toin, merci. Merci à vous.